Que connaissez-vous de la Chine? Les 9,6 millions de kilomètres carrés de son vaste territoire ou les 3 millions de kilomètres carrés de ses immenses mers? Ces paysages aux 4 saisons alternées ou une symphonie de glace et de feu? Quittant le sol et planant dans le ciel tel un oiseau, vous aurez une vue au-delà de votre imagination. On part pour des endroits ordinairement inaccessibles, afin de voir des merveilles réservées au ciel. Vu du haut, même les paysages les plus familiers changent sur cette terre où se déroulent nos vies quotidiennes. Du plus proche au foyer lointain, de la géographie naturelle à l'histoire humaine, un voyage aérien de 50 minutes vous donnera une expérience ultime inédite. Maintenant, commençons notre aventure dans le ciel. La province du Jiangxi se situe dans le sud-est de la Chine. Elle est entourée de montagnes sur 3 côtés. Au côté nord, le mont Lu forme la frontière. Sous ce mont s'étend une plaine plate et en son centre, les collines et bassins s'alternent. Dans cette province, des milliers de rivières s'enchevêtrent, dont la plupart rejoignent le lac Poyang et ainsi le fleuve Yangtze. Notre voyage dans la province du Jiangxi commence par le mont Lu. Nous allons découvrir une petite cité entourée par des nuages, visiter une école privée de l'Antiquité et ensuite nous envoler vers l'ouest pour découvrir les paysages magnifiques créés par les rencontres entre rivières et montagnes. Le mont Lu est peut-être la montagne préférée des lettrés chinois. Dans l'histoire, plus de 3500 lettrés ont écrit plus de 16 000 poèmes après avoir escaladé ce mont. Li Bai s'est émerveillé en décrivant la cascade du mont Lu comme un filet d'eau de 3000 pieds. Ce qu'il a vu, c'est le détail de cette montagne. Su Dongpo a été impressionné par cette montagne en disant qu'il ne pouvait pas connaître le vrai visage du mont Lu puisque selon les angles, sa forme variait. Aujourd'hui, nous allons découvrir le vrai visage du mont Lu vu du ciel. Plus de 90 sommets s'enchaînent sans arrêt. Tout comme un paravent, ils entrebâillent les rivières et les montagnes vertes de la province du Jiangxi. Le lac Poyang, le plus grand lac d'eau douce en Chine, se situe au pied du mont Lu. Le mont Lu est bordé à l'est par le lac Poyang et au nord par le fleuve Yangtze. Donc, une abondance de vapeur permet à cette montagne d'être entourée par les nuages et les brumes. Une fois arrivé au sommet du mont, une vallée plane entre dans notre champ de vision. On y voit plus de 600 maisons au style occidental avec des toits multicolores remarquables. Il y a plus de 100 ans, les Occidentaux ont construit une station estivale ici. La température moyenne de ce lieu en été n'est que de 22 degrés, donc il est nommé Guling, qui signifie cooling en anglais. Plus tard, beaucoup de personnes importantes sont venues à Guling pour y passer l'été. La villa Melu est le plus célèbre des logements.
Chiang Kai-shek a passé plus de 10 étés dans la Villa Melou avec son épouse, Song Me-ling. En 1948, il est venu ici pour la dernière fois. Avant son départ, il a laissé sa calligraphie Melou à cette maison. Dans les forêts denses se cache un groupe d'anciennes constructions. Voici l'académie de la grotte du Cerf Blanc, l'une des 4 grandes académies de l'Antiquité chinoise. L'académie, datant de 1000 ans, ressemble à une université actuelle. Mais ce qui est différent, c'est qu'ici, les salles n'étaient ouvertes qu'à l'occasion de l'enseignement ou des débats. Le reste du temps, en général, les élèves travaillaient seuls dans leur dortoir. La superficie de l'académie est de 200 hectares. Cela équivaut à l'université de Beijing. Mais sa construction n'occupe qu'une toute petite partie et plus de 90% du territoire forestier était le prolongement des salles. Les enseignants amenaient souvent leurs élèves faire un tour dans la forêt et donnaient des cours au milieu de la forêt et de la rivière. Peut-être que le Mont Loup est si célèbre que les paysages de lacs et de montagnes aux alentours voulaient une relation avec lui. Il y a plus de 1600 îles qui se dispersent à la surface de l'eau. À l'origine, ce lac s'appelait lac Jolin. En raison de sa proximité au mont, il a été renommé Siraï du Mont Loup. Si vous regardez du ciel, vous pouvez découvrir l'harmonie parfaite des montagnes et des lacs, qui créent une île en forme de cœur. La forme, créée par la nature, a un sens inné du romantisme. Plus tard, peut-être, ce lieu fabriquera des souvenirs bucoliques. Ce voyage nous amène aux anciens villages du Jiangxi avec des aspects totalement différents. On part de Wuyuan, lieu plein de colzas en fleurs. Ouvrons les yeux pour découvrir la beauté, afin de visiter un village où les habitants se sentent facilement heureux et revivons les histoires passées et touchantes entre les hommes et les camphriers. Enfin, rendons-nous à Nanfang pour vivre un nouvel an chinois à l'ancienne. Une fois que le printemps arrive, les colzas de Wuyuan sont en fleurs très tôt. Cette culture, d'où l'on peut extraire de l'huile, est capable de lutter contre le froid d'hiver. On peut en semer en automne et avoir la récolte au début de l'été suivant, tout en utilisant la terre libre en hiver. Avec les murs blancs et les toits noirs des constructions traditionnelles locales, les colzas blonds constituent un symbole touristique de Wuyuan. Auparavant, le comté de Wuyuan appartenait à l'ancien Huizhou. Donc la construction Hui est le patrimoine que cette époque-là a laissé à ce petit comté. Les bâtiments traditionnels et locaux sont entourés par des hauts murs, dont les premiers propriétaires étaient pour la plupart des commerçants rouais. Les hauts murs à tête de cheval coupent la vue des voisins.
Pour les commerçants rouais qui étaient discrets, cela leur donnait une sécurité et une intimité efficaces. Les hauts murs à tête de cheval sont de vrais murs contre incendie. Les constructions rouais sont souvent liées et constituent un ensemble. Quand un incendie se déclare, les hauts murs à tête de cheval permettent d'empêcher la propagation du feu. Afin d'avoir une meilleure protection contre le feu, il vaut toujours mieux construire les maisons au bord de la rivière. Souvent, les bâtiments de Wuyuan sont construits au bord de l'eau. Avec le temps qui passe, le village est entouré par la rivière. Wuyuan a vraiment de la chance de garder le style de l'ancien Huizhou, y compris les traditions les plus classiques du Nouvel An chinois. Le 15 janvier du calendrier lunaire, la cérémonie d'accueil des lanternes et de danse du dragon se forme. Une personne par foyer participe et ce membre choisi doit amener un banc et 2 ou 3 lanternes pour rejoindre le groupe du dragon composé de bancs. Les villageois qui se rassemblent lient les bancs qu'ils amènent. Chaque foyer envoie un membre et donne un banc. Donc, si la lanterne du dragon est plus longue, cela signifie que ce village va avoir plus de descendants. Dans le village de Juding, le dragon composé de bancs doit entrer dans le temple des ancêtres et en sortir 3 fois. Parfois, les gens qui ne peuvent pas suivre le rythme tombent par terre. D'après les personnes âgées, ceux qui tombent auront de la chance dans l'année à venir. Cette explication pleine de douceur permet à tout le monde de marcher audacieusement. Différent du dragon composé de bancs, la lanterne Xiaobang est dédiée à célébrer la joie d'une nouvelle naissance. Avoir un fils s'appelle Tianding et avoir une fille s'appelle Zhangko. Dans le village de Sheshang, si un foyer accueille une nouvelle naissance, il doit fabriquer une lanterne Xiaobang. La première lanterne court après la dernière lanterne, qui s'efforce de l'éviter, et tout ce processus est plein de détours. À la fin, la première lanterne attrape la dernière lanterne. Cette action signifie que l'on peut accueillir un épilogue heureux, même si l'on a connu de nombreuses difficultés. Non seulement ce lieu est apprécié de l'humanité, mais aussi il attire les animaux les uns après les autres. La plupart des animaux qui viennent ici pour passer l'hiver sont des canards mandarins sauvages. Au plus haut point, ils peuvent être plus de 2000 couples. Les canards mandarins qui vivent en paire sont souvent considérés comme le symbole de l'amour. Mais certains le réfutent en disant que les canards mandarins mâles disparaissent immédiatement après l'accouplement. Donc ils sont plutôt des représentants de l'irresponsabilité. En effet, après l'accouplement, les mâles s'occupent de changer de plume. Après avoir quitté leur plume de couleur vive, ils ressemblent aux canards mandarins femelles. Comparé aux canards mandarins, un autre type d'oiseau à Wuyuan est plus mystérieux. En raison de leur apparence qui ressemble aux pandas géants, les fauconnets noirs et blancs sont également appelés oiseaux de panda géants. Face aux appareils volants, ils n'ont pas peur et ils hochent même leur tête de temps en temps
en agissant comme des gentils enfants. Mais les fauconnets restent de vrais oiseaux rapaces, de petite taille. Les branches sans abri sont leur lieu de chasse favori. Il faut avoir un champ de vision large pour repérer le plus vite possible les proies. Huangling est un ancien village qui se situe au bord des falaises. En automne, le village de Huangling accueille la saison des récoltes. Puisque la topographie est abrupte et que la terre plate y manque, les villageois sont obligés de faire sécher leurs graines récoltées sur leurs fenêtres et leurs toits. Cette tradition villageoise a un nom plein de sens poétique, séchage de l'automne. Ce n'est pas seulement en automne que le séchage de l'automne a lieu. Dans les forêts de Huangling, il fait trop humide. Donc, les clayons ronds en bambou ne se reposent pas de l'année. Selon les saisons, les objets posés sur les clayons varient. À l'origine, le séchage n'avait aucune délicatesse. Mais maintenant, c'est devenu une scène spectaculaire. Des graines de riz et des haricots noirs provoquent des pandas géants mignons. Les piments rouges sont habiles à dessiner un autoportrait. Et aussi, ils vont très bien avec les émincés de radis blancs. De plus, ils peuvent se transformer en poissons. Une fois que le printemps arrive, les habitants du village de Huangling font immédiatement de nouveaux motifs. Devinez qu'est-ce qu'ils vont faire avec 50 kg de piment chaotiandia, 40 kg de piment sec et 200 kg de riz. Regardez, voici un dessin tout à fait pimenté. Coque dorée annonçant le jour. Dans le passé, pour avoir de quoi manger, il fallait consacrer suffisamment de terre à l'agriculture. Donc, les habitations pouvaient être petites et serrées. Mais pour avoir une aération, les gens laissaient une fente sur le toit des habitations. On nomme cette fente patio. De plus, cette conception a un autre sens. Les habitants locaux font bien attention à la géomancie et ils croient que l'eau est le symbole de l'argent. Quand il pleut, la pluie pénètre dans le patio en suivant les toits, signifiant qu'il ne faut jamais laisser la prospérité pénétrer chez les autres. Dans de nombreux villages de la province du Jiangxi existent des camphriers vieux de centaines d'années. Dans l'Antiquité, la province du Jiangxi prenait le nom de Hujiang, qui signifie les grands camphriers. Dans le village, auparavant, si un foyer avait une descendante, ce foyer plantait un camphrier devant ou derrière la maison. Et ce camphrier accompagnait cette fille durant toute sa croissance. Au moment du mariage de cette fille, le camphrier était coupé. Le foyer en fabriquait un coffre qui devenait une dot de mariage. Donc le coffre en camphrier est également appelé le coffre de fille. Le Jiangxi garde un esprit nostalgique. Dans de nombreux villages se cachent d'anciens secrets mystérieux. Dans le village de Sheyou se dresse un temple du dieu Nuo. La légende dit que ce temple est dédié à une divinité qui chasse la peste. Les activités en relation avec le dieu Nuo durent tout le mois de janvier selon le calendrier lunaire. Et la plus animée est la traque du dieu Nuo qui a lieu le 16 janvier selon le calendrier lunaire. À part les villageois, énormément de touristes attirés par la réputation viennent pour voir.
Les disciples de l'équipe Nuo sont venus et ils vont mettre en scène comment on trouve et chasse les fantômes. Le temple est totalement rempli de gens, donc les appareils volants n'arrivent pas à y entrer. Mais il ne faut pas trop regretter, puisque la chose la plus importante de ce soir vient de commencer. Les disciples de l'équipe Nuo se mettent à chercher le dieu Nuo de porte en porte. Quand ils arrivent à la porte d'un foyer, ils doivent sauter 3 fois à l'extérieur. Une fois entrés dans la salle principale, les disciples masqués de l'équipe Nuo jouent le rôle de Zhongkui, personnage qui attrape les fantômes. Dans le coin, il y a une expression populaire. Avec un tambour et un gong, on commence la danse Nuo sous le bruit des pétards. Dans le district de Nanfang, il y a plus de 110 équipes similaires Nuo en activité. Chaque danse Nuo est un relais qui transmet sans discontinuité une vie heureuse des temps anciens jusqu'à maintenant. Dans le reste de ce voyage, nous allons traverser des montagnes et des sommets du Jiangxi. Nous allons nous promener au mont Sanxing pour profiter de sommets et forêts extraordinaires. Ensuite, nous allons nous rendre à Yanshan, observer la poussée des bambous, qui est un miracle. Pas loin de là, le mont Longhu nous prépare une belle aventure. Enfin, au mont Jinggang, nous serons témoins du tournant de la révolution chinoise. Vers le sud, nous rencontrons un groupe de montagnes et de sommets de granit qui se dressent. Les hauts et bas des mers et des continents pendant des milliards d'années ont créé les pierres drôles du mont Sanxing. Certaines de ces pierres se transforment en femmes tranquilles, assises dans les nuages et les brumes. Certaines sortent des vallées profondes pour aller jusqu'au ciel. Le mont Sanxing, entouré par les nuages et les brumes, correspond bien à l'espoir des taoïstes, voulant se cultiver pour devenir immortels et voulant pratiquer l'alchimie. Il y a 1600 ans, certains taoïstes ont découvert ce trésor et l'ont choisi pour construire leur temple. Par conséquent, la culture du taoïsme a donné le nom Sanxing à cette montagne. Les bambous aiment beaucoup la province du Jiangxi, car durant notre vol, on y voit souvent des forêts de bambous. Le bambou peut être considéré comme l'une des plantes qui croît le plus vite dans la nature. Pour atteindre une dizaine de mètres, un arbre a besoin d'une dizaine d'années. En revanche, le bambou n'a besoin que de 50 à 60 jours. En mai, les habitants de Yanshan commencent à entrer dans la montagne pour couper des bambous. Les bambous transférés en bas du mont sont le matériel pour fabriquer le papier liense qui ne se décompose pas pendant 1000 ans. Les gens obtiennent des fibres de bambou. Ensuite, ils les font sécher. Et enfin, ils peuvent fabriquer le papier liense. Tout ce processus demande une dizaine d'étapes et la fabrication peut durer jusqu'à 1 an.
S'envolant vers le sud-ouest, on arrive dans un mont multicoloré. On peut découvrir les reliefs d'Anxia partout dans le monde. Mais la Chine est tellement appréciée par la nature qu'elle possède le plus de reliefs d'Anxia sur Terre. Sur les falaises du mont Longhu sont déposés des cercueils suspendus. C'était une façon particulière d'inhumer les morts durant l'Antiquité chinoise. Mais comment les ancêtres chinois ont-ils réussi à déposer des cercueils sur les falaises? Tout le monde en est curieux. Maintenant, au site touristique du mont Longhu, tous les jours ont lieu des spectacles de cercueils suspendus, où les gens essaient de reproduire le processus de déposer les cercueils suspendus dont se sont servis nos ancêtres. À l'aide de poulies et de cordes, les acteurs arrivent à déposer sans difficulté des cercueils suspendus. Bien sûr, ce ne sont que des suppositions de nos contemporains. Ces acteurs sont des cueilleurs de plantes médicinales qui y habitent. Quelquefois, ils pratiquent également leur métier de cueilleur. Sur les falaises du mont Longhu existent toutes sortes d'herbes médicinales précieuses et rares. Avec l'aide d'une corde, les cueilleurs s'accrochent au milieu du mont pour s'approcher de ces trésors précieux. De génération en génération, leurs ancêtres gagnaient leur vie grâce à cette montagne. Et donc, ils ont développé ce genre de talent et l'ont transmis. La célébrité du mont Xingang ne se base pas sur sa beauté, mais plutôt sur une grande décision. En 1927, après avoir brisé un encerclement, l'armée qui a participé au soulèvement de la récolte d'automne sous la direction de Mao Zedong est arrivée au Xingangshan. Plus tard, les armées de la Révolution y sont venues des 4 coins du monde et ont réussi à se rassembler. Le jeune parti communiste chinois n'a pas trahi l'attente de cette montagne et de ses forêts. C'est au Xingangshan qu'est née la première base villageoise de révolution en Chine. Par la suite, les moindres étincelles révolutionnaires sont devenues plus nombreuses et prêtes à souffler sur les braises. Commençons ensuite un voyage qui nous approche de l'eau. On se rend au lac Poyang et on passe un moment tranquille avec des oiseaux migrateurs. Et puis, on va à Jingdezhen pour voir le feu éternel dans l'usine millénaire de porcelaine. Le Jiangxi est tout proche du fleuve Yangtze. Pendant la période d'or du transport fluvial, le fleuve Yangtze ressemblait à une autoroute. Le système d'eau qui couvre le Jiangxi équivaut aux autoroutes nationales et régionales. Les rivières constituent ensemble un réseau bien développé de transport. Grâce à elles, le Jiangxi peut se connecter rapidement avec toute la Chine.